Hey, bienvenue sur Leader en Herbe, la chaîne qui a pour principal objectif d'accroître ton leadership, ta motivation et ton bien-être, pour ainsi mener la vie d'un véritable leader. Aujourd'hui, parlons manipulation, parlons pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir ? Le pouvoir est la capacité de faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas fait sans notre intervention. Prenons deux individus, que nous appellerons Xavier et Yolande, pour ne pas dire X et Y. Le pouvoir de Xavier sur Yolande est la capacité de Xavier d'obtenir que Yolande fasse quelque chose qu'elle n'aurait pas fait sans l'intervention de Xavier. Pour présenter un exemple plus concret, toi qui regardes mes vidéos, tu as le pouvoir de m'encourager, moi, à continuer ou non de faire ces vidéos, en les évaluant et ou en laissant un commentaire. Ce peut être une critique constructive demandant des vidéos plus dynamiques par exemple. Suite à quoi je vais faire en sorte de te satisfaire dans un avenir proche. Sans cette intervention de ta part, je n'aurais sûrement pas cherché à améliorer cet aspect de mes vidéos. Puisque je suis dépendant de mon audience, car sans elle, mes vidéos n'ont pas grand intérêt, tu as donc un certain pouvoir sur moi. Le pouvoir de Xavier sur Yolande vient du fait que dans sa relation avec Yolande, les termes de l'échange lui sont favorables, à Xavier. Dans notre exemple, le fait de rendre mes vidéos plus dynamiques va te donner davantage envie de les regarder et d'apprendre. Donc ce sera favorable pour toi. En réalité, le pouvoir n'est donc pas un attribut mais une relation. C'est une chose qui se négocie, se construit et s'acquiert dans une relation avec autrui, telle que la relation youtubeur-abonné comme vu précédemment, ou encore employeur-employé, vendeur-acheteur, etc. Le pouvoir repose sur trois éléments. La dépendance, comme dit précédemment, en tant que créateur de contenu, je suis, dans notre cas, dépendant de mon audience. Deuxièmement, la réciprocité. Je peux très bien ne pas produire de vidéos plus dynamiques, mais en l'occurrence, cela sera plus problématique pour moi que pour toi. C'est là qu'intervient le troisième élément, le déséquilibre. En réalité, c'est moi qui ai davantage besoin de créer et fidéliser une audience que toi, tu as besoin de mes vidéos pour avancer ou te divertir. Tu peux beaucoup plus facilement te trouver une alternative ou une solution de substitution, comme consommer du contenu réalisé par d'autres individus. Voyons maintenant quelles sont les sources du pouvoir. La source principale du pouvoir est la légitimité, d'où l'importance de développer son leadership. Il en existe différents types. La légitimité dite rationnelle légale, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des règles impersonnelles et universelles. Dans ce cas, le pouvoir reconnu est lié à la fonction et non à la personne qui la représente. C'est le cas par exemple du président, des ministres, des pompiers, des contrôleurs SNCF, etc. Deuxième type, la légitimité traditionnelle. Elle est fondée sur une tradition considérée comme incontestable. Par exemple, la dynastie monarchique d'Angleterre. Et enfin, la légitimité charismatique, qui est fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu, pour reprendre les propos du sociologue Max Weber. Ce pouvoir est lié à la capacité de persuasion du leader, auprès de son audience. À leurs yeux, il est l'homme providentiel, entre guillemets. Attention tout de même à ses limites, puisqu'elle repose uniquement sur la personnalité du leader. Elle peut ainsi disparaître brusquement en cas d'erreur ou de désillusion. Exemple de chef ayant joui d'une légitimité charismatique. Adolf Hitler, Napoléon Bonaparte, Simone Veil, et plus récemment, Elon Musk ou encore Steve Jobs. Nous serons donc tous d'accord, enfin je pense, pour dire que le pouvoir lié à la légitimité charismatique n'est pas toujours utilisé à bon escient. Parlons rapidement de l'expérience de Stanley Milgram, réalisée en 1963 portant sur la légitimité et la soumission à l'autorité. Je vais aborder cette expérience même si je sais qu'elle a déjà été utilisée par de nombreux vidéastes. Présentée aux candidats comme une étude scientifique portant sur l'efficacité de la punition sur la mémorisation, fait intervenir 3 individus dont 2 sont comédiens. Le premier est un élève, qui a pour mission de mémoriser des listes de mots et qui reçoit une décharge électrique en cas d'erreur. Le deuxième est un expérimentateur, qui représente l'autorité officielle, il est vêtu d'une blouse qui symbolise sa légitimité. Et la troisième personne est l'individu non comédien, donc le cobaye, ayant le rôle de l'enseignant, sa mission est de sanctionner l'erreur et d'envoyer une décharge électrique à l'élève lorsqu'il se trompe. Il est désigné enseignant d'office par un tirage truqué. L'élève est placé dans une autre pièce où il est attaché sur une chaise d'apparence électrique.
L'enseignant cobaye est installé devant un pupitre muni d'une rangée de manettes servant à envoyer un choc électrique de tension croissante, donc de plus en plus puissante. Le comédien qui simule la souffrance a reçu les consignes suivantes. À partir de 75 volts, il gémit. À 120 volts, il se plaint qu'il souffre. À 135, il hurle. À 150 volts, il supplie d'être libéré. À 270, il lance un cri violent. Et à 300 volts, il annonce qu'il ne répondra plus. L'expérimentateur indique alors qu'une absence de réponse est considérée comme une erreur. Lorsque l'enseignant cobaye doute, l'expérimentateur est là pour le rassurer et lui affirmer qu'il n'est pas tenu pour responsable des conséquences. L'expérimentateur a également pour consigne de lui demander d'agir en cas d'hésitation. Il y a donc une certaine pression constamment exercée sur le cobaye. Si le cobaye demande pour arrêter l'expérience, l'expérimentateur lui demande de continuer à 4 reprises avant d'accéder à sa requête et d'interrompre ainsi l'expérience. Ce n'est donc qu'au bout de la 5e demande que l'expérience peut être stoppée. À défaut, elle prend fin seulement lorsque l'enseignant a administré 3 décharges de 450 volts à l'élève. A noter que dans un usage courant, et sans disjoncteur, le 230 volts de nos habitations peut déjà être mortel. Les résultats de cette expérience ont montré que 62,5% des cobayes, soit 25 personnes sur 40, étaient capables d'infliger une décharge de 450 volts à un individu, et ce à 3 reprises. Et donc d'obéir aveuglément à une personne rationnellement légitime de par ses fonctions, ici de scientifique. Je t'invite à regarder sur internet si tu souhaites avoir davantage de détails sur cette expérience. Tu trouveras beaucoup d'informations sur différentes sources. Continuons avec un deuxième exemple, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder la série Tchernobyl qui retrace les événements de cet accident tragique. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl serait donc issue d'un enchaînement d'actions, ou de non-actions, des ingénieurs et autres employés de la centrale présents cette nuit-là. Pourquoi telle ou telle action a été réalisée plutôt qu'une autre? Toutes les décisions prises cette nuit-là reposent sur l'autorité du plus haut gradé. Autrement dit, sur le pouvoir issu de la légitimité rationnelle légale. A noter que l'ingénieur en chef de la centrale agissait lui-même sous l'influence de son supérieur hiérarchique et par extension de la pression politique. Pour des raisons politiques donc, un test de sécurité, supervisé par l'ingénieur en chef adjoint Dyatlov, devait absolument avoir lieu le plus tôt possible dans cette centrale nucléaire. L'ingénieur Dyatlov a donc fait en sorte d'aller jusqu'au bout du test, coûte que coûte, et ce malgré les différentes alertes, notamment à cause de son ego et du sentiment d'engagement, deux notions que nous approfondirons un peu plus tard. Et ce pour tenir sa parole et ses engagements. Dyatlov, légitime par son grade et son expérience, a donc ordonné à son équipe, bien que réticente, les différentes actions qui ont engendré cette catastrophe. Les autres membres de cette équipe de nuit lui ont obéi, à contre-cœur, par crainte de sanctions telles que la perte de son emploi. C'est par exemple le cas de Toptunov, qui était l'ingénieur principal en gestion du réacteur. Reprenons le fil conducteur de notre vidéo à l'aide des ressources du pouvoir. Il en existe deux types. Les ressources formelles, comme la récompense, l'obligation, la contrainte et la légitimité, qui prennent source dans le pouvoir lié à une opposition hiérarchique dans une organisation. Elles génèrent un pouvoir de position, dû à une position de force. C'est le pouvoir du chef, ou manager-chef, en référence à ma première vidéo sur la différence entre un manager et un leader. Si tu ne l'as pas encore regardé, je te mets un lien en description, même si celle-ci est un peu moins dynamique. Ce sont ces ressources-là qui confèrent du pouvoir à Dyatlov dans notre exemple de Tchernobyl. Pour le deuxième type, nous parlerons des ressources informelles, telles que l'expertise, l'influence, les références ou la renommée. C'est sur ces dernières que s'appuie le pouvoir des influenceurs ou influenceuses. Ces ressources génèrent du pouvoir personnel, lié au comportement et à la personnalité de l'individu. C'est le pouvoir du leader et des leaders d'opinion, synonyme d'influenceur. C'est par exemple le fait d'être le seul à détenir un savoir-faire particulier au sein d'une entreprise. Reprenons notre ami Xavier de tout à l'heure. Si celui-ci est le seul employé à savoir faire fonctionner la machine industrielle, alors, en cas d'ultimatum, l'entreprise lui donnera très certainement ce qu'il demande, telle qu'une augmentation par exemple, surtout s'il menace de partir en cas de refus. L'entreprise a donc tout intérêt à former ou recruter un autre expert pour inverser la tendance et modifier l'équilibre du pouvoir dans sa relation avec Xavier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, t'aura plu, autant que je me suis passionné à l'écrire. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'évaluer. Bien amicalement, un leader en herbe.